suite à cette présentation, on accueille Marc Perrona. Marc Perrona, qui est ancien agriculteur et membre de l'antenne locale en Auvergne-Rhône-Alpes, disons de France Nature Environnement. Marc va introduire le sujet en essayant de répondre à la question suivante. Comment répondre à la crise agricole et écologique? Est-ce qu'agir sur l'installation et la transmission peut être un levier pour la transition agricole et alimentaire? Marc, est-ce que tu es… Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour parler de l'installation et de la transmission en agriculture, moi, j'ai surtout voulu illustrer l'urgence qu'il y avait à installer des jeunes en agriculture et de conserver le patrimoine agricole foncier. Parce que ce qui motive ça, c'est la résilience alimentaire. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de rebondir en cas de crise géostratégique, trouver des solutions pour assurer l'alimentation de tout le monde. Donc, on sait que notre modèle agroalimentaire dominant, il consomme beaucoup d'énergie et 36% des émissions de gaz à effet de serre de la planète sont dues à notre alimentation. Il y en a à peu près 25% pour l'agriculture et tout le reste, c'est l'acheminement, la transformation et la cuisine. Voilà. Donc, deuxième chose, la production agricole est de plus en plus vulnérable aux conséquences du changement climatique. Donc, ça impose que l'agriculture ne vienne pas en rajouter dans les gaz à effet de serre. Et pour ça, il y a des solutions. Après, on a des tensions géostratégiques qui peuvent rapidement conduire à des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Et en quelques jours, on sait que, par exemple, l'agglomération de Grenoble n'a pas énormément de réserves et en l'espace de quelques jours, il pourrait ne plus rien rester dans les rayons des magasins. Donc, comment organiser une société pour qu'elle soit résiliente face à ces élans? Diapo. Si on observe l'autosuffisance alimentaire, qui est indispensable pour nourrir tout le monde, la surface agricole, elle présente actuellement 49% de la surface utilisable du territoire français. Elle était de 51% en 2000. Donc, vous voyez qu'il y a une diminution assez rapide de la surface agricole. Et on sait que pour nourrir un Français moyen, actuellement, il faut 4280 mètres carrés par an pour nourrir un Français. Un Français qui consomme 107 grammes de viande par jour. Pour nourrir un végétarien, il faut 1300 mètres carrés. Pour un gros mangeur de viande, il faudra 6000 mètres carrés. Alors, si on projette actuellement la courbe de développement de la population, la croissance démographique donc, et en prenant comme base 2500 mètres carrés par habitant pour l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire beaucoup moins que ce qu'on consomme actuellement, avec la croissance de la population qui est de 0,5% et une population qui atteindra 100 millions à la fin du siècle, il faudrait 9 millions d'hectares de terres supplémentaires. Avec le taux d'artificialisation des sols qui est de 0,8% par an, cette surface artificialisée doublerait au détriment de la surface agricole. Alors, si on croise toutes ces courbes, et sans compter l'impact du changement climatique, vers 2080, nous n'aurions pas assez de terres agricoles en France pour nourrir notre population. Donc, on dépendrait de pays étrangers pour nourrir notre population. Alors, ce que ça veut dire actuellement, c'est qu'il faut réduire notre consommation de viande parce que actuellement, avant 2050, on est certain que l'autosuffisance de la France sera pas suffisante pour nourrir toute la population avec l'impact du changement climatique. Et voilà. Donc, diapo suivante. Alors, parallèlement à cette autonomie alimentaire sur laquelle il faut faire attention, on a un monde agricole qui est en crise. Et la raison, elle est simple. Enfin, elle est même… La PAC a permis à la France de se hisser au premier rang des producteurs de l'Europe. Et les produits agricoles représentaient 13% du total des exportations en France. Mais d'après le Sénat, sans les vins et spiritueux, la France aurait eu un déficit commercial agricole de plus de 6 milliards d'euros.
pour la première fois, en 2020 et en 2018, même la balance commerciale de la France est déficitaire sur ses échanges agroalimentaires. Il y a deux raisons à cela. D'une part, la surface agricole consacrée à l'agriculture a chuté de 17% depuis 61, c'est-à-dire l'équivalent de la région Grand Est, 60 000 km² qui ne sont plus productifs en matière d'agriculture. Et après, comme deuxième raison au déficit, on a la baisse des exportations des vins et des spiritueux, et on exporte essentiellement des céréales. Les céréales qui sont vendues autour de entre 150 € et 200 € la tonne. Et en compensation de ces céréales, on importe des fruits et des légumes et des oléoprotéagineux qui sont de, disons, 450 à 2-3 000 € la tonne. Donc, on a un différentiel de prix entre ce qui pourrait être consommé sur place et ce qui est importé. On importe des produits qui sont beaucoup plus chers que ceux qu'on exporte en grande majorité. Diapo suivante. Alors, on sait que la surface qui est nécessaire à l'alimentation actuellement, elle est de 26 millions d'hectares. Notre surface agricole est de pratiquement 29 millions d'hectares. Sur ces 26 millions d'hectares, 12 millions d'hectares sont utilisés pour des productions dédiées à l'exportation, et la majorité de ces surfaces dédiées à l'exportation, ce sont des céréales. Les vins et spiritueux représentent à peine 5% de ces surfaces. Et ces produits exportés, les céréales, sont soumis à une énorme concurrence mondiale. Il y a des pays comme l'URSS, la Pologne, la Hongrie, en fait tous les pays de l'Est qui produisent très très bon marché. Et les agriculteurs français ont du mal à s'en sortir avec le prix des céréales au prix mondial. Et en contrepartie, on importe sur 12 millions d'hectares à peu près la surface de céréales exportées. On importe pour à peu près autant des fruits, des légumes, de l'huile, du soja, de la viande. 40% des porcs sont importés et ont des valeurs beaucoup plus élevées que les valeurs. C'est une des causes essentielles du déficit de la production. Et les circuits courts représentent actuellement 10% de la production française. Et localement, on peut dire que dans le Grésivaudan, 90% de ce qui est consommé est importé et 90% de ce qui est produit est exporté. Donc, en produisant localement, on aurait moyen de ne pas creuser le déficit commercial et de produire des produits beaucoup plus rémunérateurs pour les agriculteurs. Quand on regarde le modèle agroalimentaire que nous a donné la PAC, on peut dire qu'il n'est pas durable parce que les subventions de la PAC, elles représentent pour le revenu des agriculteurs 89% du résultat net avant impôt. Ça, ce sont des données agresses, hein, ce ne sont pas des données tirées du chapeau. Et 70% des subventions sont dites directes. Les agriculteurs reçoivent un revenu de base calculé en fonction de la surface d'exploitation. C'est le droit au paiement de base, le DPB, et il est indépendant de la manière dont les productions sont menées. C'est-à-dire que la majorité des subventions qui vont à l'exportation et qui financent notre déficit, elles servent à payer un déficit des exploitations agricoles sur le prix de vente. Parce qu'il faut savoir qu'en céréales, la production n'est pas rentable s'il n'y a pas les subventions de la PAC. Et comme ce sont ces paiements à la surface qui permettent de gagner, les agriculteurs ont intérêt à cultiver la surface maximale et à se développer le plus possible parce qu'ils sont rentables seulement à partir de 100, 150 hectares, 200 hectares. Et plus ils travaillent grand, c'est le paiement de base qui assure leurs revenus et ce n'est pas ce qu'ils produisent. Et pour produire en grande quantité de manière assez simple, la meilleure solution, c'est d'utiliser des engrais chimiques et des pesticides qui sont, eux, très contributeurs aux gaz à effet de serre. Donc, on est dans un système qui entretient le changement climatique,
qui entretient le déficit commercial et qui fait pas vraiment vivre les campagnes, puisque la tendance des exploitations, c'est de s'agrandir plutôt que d'installer des jeunes sur des produits qui pourraient être des produits consommés localement. Et c'est pour ça que on a énormément d'échanges de marchandises qui transitent à travers avec des camions, qui vont traverser la France, qui viennent de pays étrangers, et il serait beaucoup plus raisonnable de produire localement pour éviter tous ces transferts de marchandises, ce qui serait beaucoup plus favorable au climat. Et alors, en plus, les productions spécialisées qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, comme le maraîchage ou même les cultures de fruits, sont très peu aidées. Donc, il faudrait positionner les aides selon le nombre d'emplois et limiter les aides à la surface agricole, puisque ça serait une possibilité de rééquilibrer les choses en matière de production. Et ça peut être très bien le rôle des collectivités territoriales, d'essayer d'inverser cette tendance qui est sur la PAC. Alors, dans les méthodes qui permettraient de réduire l'empreinte carbone, on a l'agroécologie. Parce que l'agroécologie va au maximum utiliser des moyens comme la captation du carbone ou par la photosynthèse ou la capture de l'azote par les légumineuses avec des couvertures permanentes. On va diminuer l'empreinte carbone, mais on va en même temps enrichir les sols en matière organique et les rendre plus favorables. Voilà. Et alors, l'agroécologie, c'est un bon moyen on ne va pas développer l'agroécologie ici, mais c'est une véritable façon de développer l'agriculture en minimisant son empreinte carbone. Et je signale simplement ici que la HVE, dont on parle beaucoup, ce n'est pas une approche de l'agroécologie, c'est un label de qualité qui est basé sur d'autres critères, mais il n'y a pas quand on analyse sa façon d'être labellisé, il n'y a aucun rapport avec l'utilisation ou pas des engrais et de mesures agroécologiques véritables. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Ce que je souligne ici, c'est que autrefois, quand on travaillait avec des chevaux, pour produire une calorie alimentaire, on produisait 2,3 calories de nourriture. Aujourd'hui, avec des tracteurs et des moyens modernes et des engrais, il faut dépenser 7 calories, un peu plus de 7 calories pour produire une seule calorie alimentaire. Et c'est donc ce gaspillage d'énergie, en fait, qui provoque et qui est une des causes du changement climatique. Et ça, ce n'est pas durable. Donc, si on veut travailler sur la résilience alimentaire, il va falloir revoir ces questions. Et simplement, je signalerai ici que le lauréat des trophées de l'agriculture durable de 2020, c'est un céréalier qui travaille sur les boulbènes du pays toulousain. Ce sont des terres très pauvres qui produisent quasiment que de l'herbe et encore en faible quantité. Il a 140 hectares et il sème son blé en direct dans ses prairies et il améliore sans labourer ses rendements en céréales. Il ne produit pas énormément de céréales, puisque chaque année, il sème à peu près 60 hectares de céréales avec des chevaux, en semi-direct. Et sur 140 hectares de propriété, il a 5 salariés, parce qu'il transforme son pain et il fait de la vente directe. Ça, c'est un exemple pour dire que finalement, ce matériel qu'il a acheté aux Amish, il est extrêmement moderne dans sa conception, parce qu'il dépense beaucoup moins de calories pour produire l'alimentation que les tracteurs et les grosses puissances, voilà. Et je pense qu'on peut passer à le potentiel. Il faut de l'agroécologie, ce qu'elle travaille au maximum, c'est la fixation symbiotique de l'azote de l'air et l'utilisation du soleil. On augmente la surface foliaire, on évite de laisser des sols nus, on cultive des légumineuses pour utiliser beaucoup moins d'engrais azotés. Diapo suivante. Alors, l'agriculture doit être replacée au cœur des territoires, qu'elle va contribuer à redynamiser, et le PAIT doit favoriser ça.
l'installation de nouveaux agriculteurs plutôt que l'engraissement pour des projets agroécologiques en sylviculture, produire les fruits et légumes secs et les oléagineux proches des bassins de consommation, des coopératives de transformation gérées par des agriculteurs, parce que les grandes coopératives actuelles ne sont pas gérées par des agriculteurs, mais plutôt par des sociétés financières, et puis remettre les circuits courts comme moteur des zones rurales pour stopper et il faut absolument stopper l'artificialisation des terres et l'accaparement des terres par des sociétés, puisque vous le savez, la SAFER n'a pas grand pouvoir face aux investisseurs qui sont des sociétés. Donc, c'est tout ça qu'il faut retravailler. Et moi, je pensais important de commencer cette journée par une idée sur notre résilience alimentaire qui est très faible actuellement. Merci Marc. Donc on va prendre une ou deux questions. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'activité dans le chat. N'hésitez pas à y aller, puis voilà, à intervenir au fur et à mesure. On prend les questions, on vous fait intervenir après. Oui, il y a une question. Du coup, je ne sais pas le prénom, Tran Durand, qui demande le lien entre la PAC et le fait que les agriculteurs favorisent l'export au lieu de produire pour le local. Eh bien, pour l'instant, le lien, c'est que la PAC rémunère la surface agricole plus que les produits. Et en rémunérant la surface agricole, la tendance, c'est de travailler le maximum de surface. Et en travaillant le maximum de surface sur des terres labourables, eh bien, on fait des céréales qui ne sont pas consommées localement, mais qui sont exportées. Et favoriser, c'est une volonté aussi de garder le marché céréalier. Vous entendrez souvent les syndicats dire qu'ils deviennent compétitifs à l'exportation, mais compétitifs par rapport à un pays comme la Russie qui est capable de produire des blés bio moins chers que les blés conventionnels français. Je vois pas où on peut aller. Donc, la PAC devrait rémunérer plus à la main-d'œuvre que la surface travaillée. Et ça serait un moyen de relocaliser des productions pour des petites surfaces. Alors, on a Nicolas aussi. Nicolas, qui voudrait te poser une question. Je vous laisse peut-être allumer votre caméra et votre micro pour la poser. Oui, bonjour. J'ai bien entendu tout le discours de Marc et je le remercie. Ça fait plaisir d'entendre des choses qui vont, à mon sens, dans le sens de l'avenir. En tant qu'élu de terrain, entre guillemets, quel serait le premier pas pour favoriser la résilience alimentaire de notre territoire? Eh bien, le premier pas, il est peut-être celui qui se dessine le plus actuellement, c'est bien l'émergence des PAT et des PAIT, et puis le plus important, c'est d'arrêter l'artificialisation des terres. On voit par exemple sur Pontcharra ou ailleurs, il y a encore des friches industrielles, mais on va sacrifier 8 ou 10 hectares de terres agricoles supplémentaires pour installer une nouvelle surface commerciale ou une nouvelle surface industrielle. Donc, le premier pas, c'est vraiment de stopper l'artificialisation des terres parce que une fois que c'est bétonné, il n'y a pas de retour possible. On peut changer de modèle agricole, mais quand la terre est bétonnée, on ne peut pas revenir en arrière. Et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière sur une renaturalisation des sols? Ce n'est pas des expériences qui ont été faites? Ben, il y a actuellement dans le Grésivaudan, il y a des friches industrielles qui ont besoin d'être dépolluées, et il est bien moins coûteux d'acheter de la terre agricole vierge que de dépolluer ces anciennes installations industrielles. Donc, commençons par dépolluer ces installations, parce que de toute façon, la pollution est là, il faudra bien la supprimer. Et je crois que il y a pas assez d'impôts directs sur l'artificialisation des terres. Ça serait peut-être d'en profiter pour mettre des impôts énormes. Tant qu'il y a des dents creuses sur les friches industrielles, il faut absolument arrêter l'artificialisation. Merci. Et peut-être une dernière question de Caroline Brand. Caroline, je vous laisse. Oui, moi je posais juste une question. Alors, c'était plus par rapport au chemin de dépendance en fait dans lesquels sont les agriculteurs. Et je me demandais parce que vous avez souligné en fait le fait que les collectivités
dans votre présentation, pouvait agir par rapport à au système de subvention de la PAC. Et c'est vrai que c'est quand même pour moi un nœud assez important en fait de résistance au changement. C'est justement quel poids ont finalement les collectivités par rapport à tout le système de subvention mis en œuvre par la PAC, qui crée des chemins de dépendance pour les agriculteurs dans la réorientation de leurs pratiques agricoles, des modèles, etc. Donc finalement, ça rejoint peut-être la première question sur le premier pas, mais par rapport à ce facteur de résistance qui me semble quand même très important, que peuvent vraiment faire les collectivités territoriales par rapport à la mise en œuvre de projets alimentaires territoriaux sur cette question des modèles? Pour l'instant, il est très difficile et c'est peut-être une des plus grosses difficultés pour les jeunes, c'est de trouver du foncier agricole pour s'installer en maraîchage ou en culture. Donc, on a peu de... La PAC a été soumise à consultation. Il n'y a pas eu énormément de réponses. Nos organisations comme FNE nous avaient répondu. Les collectivités territoriales se sont peu mobilisées pour répondre à l'enquête publique sur la PAC. Et maintenant, l'arbitrage est quasiment rendu. On a peu d'actions là-dessus. Par contre, là où les collectivités peuvent intervenir, eh bien, c'est sur récupérer des terres quand c'est possible, préempter pour installer des jeunes, avec peut-être terre de lien avec d'autres. Moi, j'ai pas la main là-dessus. J'ai juste fait un constat sur ce qu'il nous fallait modifier pour devenir vraiment résilient. Après, la PAC, eh bien, c'est une question de bulletin dans l'urne. Et c'est aussi une question à renégocier quand on va renégocier la prochaine PAC, c'est-à-dire dans 5-6 ans, on a beaucoup d'eau à passer sous les ponts et les arbitrages actuels font qu'il y a pas grand changement à compter sur cette PAC. Donc, mais on voit des pays comme qui se mobilisent quand même pour installer des jeunes. C'est le cas de certains PAT sur la région grenobloise. Très bien, merci Marc. On va passer à la présentation suivante.